Mieux vaut vivre seul que mal accompagné, nous dit l'adage populaire. Et Lamartine y répond en nous disant qu'un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Cette vidéo consacrée à la solitude pour le meilleur et pour le pire, est inspirée de la réflexion de l'une d'entre vous sur cette vidéo qui était consacrée au couple et qui me disait et qui commentait en disant « Moi je préfère vivre seul ». Alors, la solitude pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de petites choses à dire un petit peu dans tous les sens et puis quelques petites citations à l'appui si j'en ai le temps. Alors, tout d'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que la solitude touche bon nombre d'entre nous. En France, 10 millions de Français et de Françaises de plus de 15 ans vivraient seuls. Ce qui n'est pas rien. C'est également 20% de la tranche d'âge des plus de 50 ans. Donc un phénomène relativement important et qui ne cesse de progresser. On a des facteurs multiples, explicatifs, je passe sur les détails, mais notamment la question de l'instabilité des couples et aussi ce choix de vie qui consiste à décider de vivre seul. Ce qu'on sait, deuxième petite idée, c'est que la solitude a un impact très clair sur la santé et sur l'espérance de vie. Un certain nombre d'études nous laissent entendre que 4 à 5, que vivre à deux nous permettrait d'allonger notre espérance de vie de 4 à 5 ans. L'impact sur la santé se mesurerait notamment sur les AVC, sur les cancers, sur un certain nombre de troubles de la santé. Il y aurait une certaine protection au fait de vivre, non pas seul, mais à plusieurs. Troisième petite idée, est-ce que la solitude, pour le coup, c'est un choix volontaire ou est-ce qu'on est dans quelque chose de contraint? Et évidemment, à la fois d'un point de vue subjectif et aussi dans les conditions de vie qui sont les nôtres, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir choisi de vivre seul ou d'être contraint à la solitude par 10 millions de raisons qui sont liées à des situations de couple, à des situations familiales, à des ruptures amoureuses subies, par exemple. Quatrième point, nous, en réalité, et si on regarde les choses de façon plus profonde, nous faisons tous et toutes l'expérience de la solitude. La souffrance psychique quand on est dans cette situation-là, quand on est dans la douleur, quand on est confronté à la mort, évidemment, c'est des choses et des expériences que nous vivons pour l'essentiel seuls. Autre petit point, le cinquième, il faut évidemment distinguer la solitude réelle, le fait de n'avoir personne dont on partage la vie au quotidien, et la solitude subjective. Je peux vivre à deux et on peut constituer un couple et avec le fait que chacun, chacune, subjectivement se sent seul parce que incompris, incomprise, subissant une situation de couple non désirée. Sixième point, la solitude, ça peut être dans un certain nombre de situations un problème d'inadaptation sociale. Je pense à celles et ceux d'entre nous qui sont touchés par de l'anxiété sociale, de la phobie sociale, donc en profonde difficulté pour supporter la présence d'autrui qui va être synonyme de stress profond. Septième idée, peut-être la principale de cette courte vidéo. En tant qu'être humain, nous avons deux types de besoins, évidemment. D'un côté, des besoins sociaux. On est du côté de la pulsion dite grégaire, en tout cas elle est décrite comme ça par la psychanalyse notamment. Nous avons besoin des autres. La survie hier aurait été impossible pour un être humain seul, pris au milieu des fauves et d'une nature hostile. Nous avons eu besoin des autres dans l'histoire de l'humanité et nous continuerions d'avoir besoin des autres au quotidien. À côté de ces besoins sociaux, eh bien, il y a le besoin de se retrouver.
le besoin de se ressourcer, qui semble être la condition pour penser, pour écrire, pour lire, pour créer, pour s'apaiser, etc., etc. Ces deux besoins coexistent et cohabitent chez la plupart d'entre nous. Et peut-être que c'est le propre de l'être humain d'avoir à la fois besoin d'échanger, de communiquer, d'appartenir, mais aussi de s'apaiser, de penser, de créer. En réalité, nous sommes toutes et tous différents dans ce domaine et les expériences de la vie nous amènent à rechercher ces moments de solitude, ces moments où nous nous extrayons à la foultitude, au groupe, à l'être ensemble, et puis ces moments où nous retrouvons les autres qui sont aussi la condition de notre socialisation, de notre adaptation, et qui sont un vrai besoin pour certains ou certaines d'entre nous. Nous sommes différents. Alors, que conclure rapidement de cette première approche? Eh bien, il y a une vraie différence, par exemple, entre se ressourcer, prendre des moments à soi, des moments d'apaisement, des moments pour penser, pour réfléchir, pour créer, et puis ruminer. La solitude peut être, dans un certain nombre de cas, l'occasion de tourner en boucle les mêmes idées noires, de ruminer seul, d'en vouloir à la terre entière. Deuxième idée, il est essentiel, me semble-t-il, d'être vigilant et présent à ceux et celles qui vivent la solitude, notamment quand l'âge vient se rajouter à ça. Troisième idée peut-être, réfléchir en termes de gains et de pertes. Dans la balance, qu'est-ce qu'on a à gagner à vivre seul, dans le fait de gérer son temps par exemple, de pouvoir créer, réfléchir, qu'est-ce qu'on a à gagner à être avec les autres et à partager. Et enfin, dernière idée évidemment, c'est d'accepter la différence. Nous sommes toutes et tous différents. Et quand on est en groupe, accepter que quelqu'un s'isole et se trouve un temps disponible pour lui, indépendamment des autres, semble être une condition indispensable et nécessaire, de la même façon que l'autre doit comprendre que pour quelques-uns, le besoin c'est le besoin de vie et que ça tourne et d'échanger et de communiquer avec les autres. Les deux semblent évidemment utiles pour chacun et chacune d'entre nous.